Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de personnes font la différence et maintiennent le filet social en place pour aider les communautés plus vulnérables. Vous êtes sur le point de les découvrir et de plonger dans un monde où des gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Des gens avec un cœur grand comme le monde et qui contribuent à changer le monde. Ici Chantal Doré, bienvenue à la 3e saison de Héros Anonymes. Cher Père Noël, je suis dans un refuge avec ma mère et je suis content parce que je n'ai plus peur de mon père. Pour Noël, j'aimerais que ma mère trouve un appartement près de mon école parce que je ne veux plus changer d'école. Ouf! C'est un extrait d'une lettre crève-cœur d'un enfant de 8 ans qui a été envoyé à l'organisme Père Noël qui s'assure depuis 30 ans que les enfants défavorisés puissent recevoir un cadeau du Père Noël. Cette année, c'est 33 000 enfants qui ont écrit à Opération Père Noël, soit 4 000 lettres de plus que l'an dernier. Et les demandes sont parfois déchirantes comme celle qu'on vient d'entendre, mais parfois aussi simples que j'aimerais ça avoir une boîte à lunch qui a de l'allure ou un manteau d'hiver. Lorsqu'ils ont lancé Opération Père Noël il y a 30 ans, Normand Brault et sa conjointe Thérèse Guillemette étaient loin de se douter que leur élan du cœur toucherait autant de familles. C'est d'ailleurs une cause qui a été une coup de foudre pour notre collègue de radio Yvan Deslauriers, qui a été bénévole pendant 6 ans à Opération Père Noël. Et on va l'avoir avec nous pour nous parler de son expérience de l'intérieur et en fait comme lutin, semble-t-il. Et c'est avec beaucoup d'émotion que l'on reçoit également le cofondateur Normand Brault. La période des fêtes peut aussi être difficile pour les aînés qui souffrent d'isolement, surtout si c'est la première fois qu'ils ou elles vivent cette période sans leur conjoint ou leur conjointe. Depuis 62 ans, les petits frères prêtent l'oreille aux plus de 75 ans qui vivent la solitude grâce à un jumelage avec plus de 3000 bénévoles dans 12 régions du Québec. Comme 80% des revenus des petits frères proviennent des dons du public, on comprendra que la grève des postes les prive en ce moment d'un financement essentiel, étant donné que plusieurs donateurs ne se sont pas encore convertis aux dons en ligne. Pour discuter de cet organisme tout aussi essentiel, nous recevrons la présidente directrice générale des Petits Frères, Catherine Harel-Bourdon. On fait une courte pause, le temps de prendre notre petit souffle et de raconter cette belle histoire d'Opération Père Noël avec Normand Brault, cofondateur, et notre collègue Yvan Deslauriers. Opération Père Noël, c'est parti d'une idée d'un homme et de sa conjointe, une idée extraordinaire qui maintenant, fait des petits, mais qui ravit les petits, mais de plus en plus là, qui nous fait réfléchir beaucoup et qui entraîne parfois des sursauts d'émotions. Et c'est un peu tout ça qu'on va parler avec le cofondateur Normand Brault et un ancien bénévole pendant 6 ans, Yvan Deslauriers, que vous entendez ici à Canalem. Donc, d'abord, je vais dire bonjour à Yvan, il est devant moi. Salut Yvan! Bonjour Chantal! Donc, les auditeurs sont habitués de t'entendre avec Francine oui. au quotidien 5e édition. À tous les vendredis matins. Okay. Et Normand qui est au bout de la ligne. Bonjour Normand! Bonjour Mme Doré, bonjour Yvan, vous allez bien? Oui. Bonjour Normand. Là, Yvan m'a dit, écoute, la première question, il faut absolument que tu lances sur l'histoire, l'origine d'Opération Père Noël. Alors, comment tout ça a commencé, Normand? Oh mon Dieu, tout ça a commencé de manière tellement fortuite. Écoutez, on était en 1995. À l'époque, moi, j'étais chef de service dans un foyer de groupe pour jeunes enfants, jeunes garçons et jeunes filles. On était dans un secteur assez défavorisé de Montréal. On était dans le Verdun. Et alors, c'est ça, on était à la mi-novembre et c'était la période de mon anniversaire. Alors, un samedi soir, j'étais au restaurant, le Buonanotte à l'époque, pour ne pas le nommer. Oui, c'est vieux, ça n'existe plus, je pense.
Je ne sais pas, mais à l'époque, c'était très existant. Oui, je vais oui, vous c'était dire. la place, oui. C'était vraiment une excellente table, effectivement. Et donc, on était là pour célébrer mon anniversaire. Et la même journée, il y avait eu dans l'après-midi à la télévision, il y avait eu la parade du Père Noël. À la mi-novembre, c'est à peu près le temps où ça commence à se pointer. Et les enfants au foyer de groupe qui étaient là pour la fin de semaine, ben, ils avaient évidemment visionné cette importante émission-là pour eux. Alors, je reviens au restaurant, on était en tête-à-tête, ma blonde et moi, et tout à coup, je reçois un message sur mon pagette. À l'époque, c'était des pagettes. Et il fallait que je rappelle d'urgence au foyer de groupe. Alors, je suis allé chercher un téléphone et je rappelle au foyer de groupe et l'intervenante me répond un peu surexcitée. Écoute, Normand, il y a Marie-Ève ici, là, Marie-Ève, une petite fille de 7 ans. Marie-Ève qui est en crise, ça fait plus qu'une demi-heure. Je suis incapable de l'aider à se contrôler. Et elle crie, elle crache, elle pleure, elle hurle, elle frappe les gens. Impossible de l'approcher. Alors elle dit, je ne sais pas si tu peux faire quelque chose. Moi, je suis plus capable. Il n'y a rien que je peux faire. Ben là, moi, je suis au restaurant. Alors je lui dis, écoute, je suis au téléphone. Je vais essayer de faire ce que je peux, mais dis-lui que je vais lui parler si elle peut venir au téléphone. Qu'est-ce qui avait déclenché ça, Normand? Ben, je vous le dis dans la seconde. Cette chère Marie-Ève m'arrive au téléphone encore toute haletante et en larmes, et elle ne me parle pas, elle hurle au téléphone. Et finalement, à travers les questions que je lui pose, qu'est-ce qui se passe? Mais explique-moi, je veux comprendre. Elle me crie, moi cette année, je vais être encore ailleurs que chez nous, je serai pas dans ma famille, puis j'aurai pas le Père Noël, il saura pas où est-ce que je suis, puis le Père Noël ne m'apportera pas encore des cadeaux cette année, puis je veux m'en aller chez nous. Et bon. Alors, il faut savoir que Marie-Ève ne pouvait pas être dans sa famille à Noël parce que c'était une enfant qui avait subi des traumatismes importants. Elle avait été abusée de toutes sortes de façons, sans qu'on entre dans les détails. Donc, c'était clair que Marie-Ève ne retournerait pas dans sa famille pour Noël. Alors, moi, je vous rappelle que je suis en train de manger un bon repas avec ma blonde, en tête à tête. C'est ma fête. Et j'ai cette petite fille-là que je veux absolument calmer, que je veux consoler du mieux que je peux à distance. Alors, il me passe une idée par la tête, qui n'est pas réfléchie plus que ça, et je dis, hey, Marie-Ève, moi, là, le Père Noël, je le connais très bien, c'est un ami à moi. Moi, le Père Noël, à chaque année, il donne des cadeaux aux enfants dans mes foyers de groupe, et il y a une condition, Marie-Ève, c'est que, premièrement, il faut que tu te calmes, parce qu'il faudrait que tu lui écrives une lettre. Le Père Noël, il va répondre aux lettres des enfants seulement. Tu lui écris une lettre, tu lui fais des dessins, tu lui dis ce que tu as dans ton cœur, puis bien sûr, tu vas lui dire ce que tu aimerais avoir pour Noël. Puis je te garantis, Marie-Ève, je te jure que le Père Noël, il va t'apporter des cadeaux si tu fais ça. Alors, Marie-Ève dégonfle tout à coup et elle me dit à travers ses larmes, tu me le promets, tu me le jures, t'es sûr qu'il va faire ça? Alors je lui dis, oui, Marie-Ève, je te le jure, ça va marcher. Alors, c'est ce qui a été fait par Marie-Ève. Et moi, je reviens à la table, parce que je suis toujours avec ma blonde là-bas qui m'attend, et je lui dis, je lui raconte évidemment l'échange que j'ai eu avec Marie-Ève. Et là, Thérèse me dit, mais Normand, t'as pas juste Marie-Ève dans le foyer de groupe, tu peux pas faire donner un cadeau par le Père Noël juste à Marie-Ève. Elle dit, t'as pas bien de budget là, pour acheter des cadeaux à tous les enfants, ce qui était très vrai. Alors, on en parle un peu, et là, on a l'idée... Thérèse a dit on pourrait donner, Thérèse provient d'une famille assez nombreuse. Alors elle dit, regarde, on va faire écrire des lettres, fais écrire des lettres à tous les enfants de ton foyer, et puis on va les distribuer aux membres de ta famille, de ma famille, puis il y a des amis, et on va leur demander de jouer le rôle du Père Noël pour ces enfants-là, puis d'acheter un cadeau. Alors ça a été fait aussi, la réponse a été formidable, et tout le monde ont adoré l'expérience, puis ils nous ont dit, on veut le refaire l'an prochain. Alors nous, ça nous a donné un petit élan, puis l'année suivante, alors cette année-là, on a desservi 29 enfants qu'il y avait dans mes services à l'interne et à l'externe, et l'année suivante, j'en ai parlé à des collègues autour de moi, et ça a commencé à faire, comme vous le disiez tantôt, ça a fait des petits, ça s'est multiplié.
Et tout ça, ben, ça dure depuis 30 ans. Et comme vous le mentionnez également tantôt, cette année, on va desservir plus de 33 000. On est rendu aujourd'hui à 33 000, Incroyable. 450 enfants. De 29 à 33 000. Et vous, là, à votre restaurant au Buonanotte pour votre anniversaire avec Thérèse, vous n'aviez aucune idée qu'est-ce qui venait de se passer, là? Comment votre vie et celle de milliers d'enfants et de parents et de bénévoles était en train de changer. Pas en tout, Chantal, vraiment pas. Je pense que si on l'avait su, on l'aurait probablement pas fait. On aurait eu peur, ça n'a pas d'allure. Mais non, c'était vraiment un cri du cœur et un peu égoïste. Moi, je voulais que Marielle se calme, puis je voulais retourner manger mon repas chaud autant que possible. Alors, voilà, c'est aussi simple que ça, c'est la création d'Opération Père Noël. Et donc, juste nous expliquer rapidement le fonctionnement. Ce qu'on a compris, l'enfant écrit une lettre au Père Noël et donc là, vous trouvez des gens qui s'engagent à acheter le cadeau, c'est ça? C'est ça. Les enfants nous sont référés par des organismes dans lesquels œuvrent des intervenants là, qui sont en mesure de témoigner de la situation de chacun des enfants, parce qu'évidemment, il faut que ce soit des enfants qui proviennent de familles en besoin, de familles défavorisées. Ça va bien lorsque les enfants résident dans des centres d'hébergement, mais on dessert de plus en plus de familles et d'enfants qui ne sont pas nécessairement desservis par les centres jeunesse ou les CIS, les centres intégrés de santé et de services sociaux, qui sont desservis par des organismes communautaires. On dessert toutes les maisons d'hébergement pour femmes violentées à travers le Québec. On dessert beaucoup de maisons oxygènes également pour papas monoparentaux qui sont en situation difficile. Il y a certaines écoles avec lesquelles on fait aussi affaire. Donc, on est présentement partout à travers le Québec. Donc, ces enfants-là, les intervenants leur demandent d'écrire une lettre au Père Noël. Et la règle à respecter, elle est très simple, dans le fond. Les enfants peuvent demander ce qu'ils veulent, ils écrivent au Père Noël. Donc, c'est sans restriction. Mais ce qu'on demande, c'est qu'il y ait 3 choix de cadeaux dans chacune des lettres. Il y a des choix de cadeaux qui vont se situer entre 50 et 60 $. Et ça, c'est ensuite transmis à l'intérieur, c'est copié à l'intérieur de notre système informatique. Et parallèlement à ça, on invite les gens à travers le public partout dans les régions du Québec à s'inscrire sur notre site web s'ils sont intéressés à jouer le rôle de Père Noël finalement. Et ils seront contactés à ce moment-là, ces gens-là, pour être jumelés avec un enfant ou le nombre d'enfants dont qu'ils voudront bien. Et ils s'engagent, comme vous le disiez tantôt, à acheter au moins un des cadeaux qui est dans la liste de l'enfant. Là, Normand, je vois Yvan qui hoche la tête, qui a l'air de se rappeler des souvenirs. Alors, on va lui demander un peu de continuer le fonctionnement. Oui, parce que lui a été dans la gestion des lettres, justement, donc des demandes, il en a vu passer de toutes sortes. Oui. Laisse la parole. Alors, parmi les tâches que j'ai occupées, il y a eu la saisie des lettres, effectivement. Alors, on reçoit des lettres un peu partout, dont le Grand Nord. Et pas le Grand Nord du Père Noël, là. Juste en dessous. Oui, juste en dessous. Dans le bout des Calouettes, Coudjouac, ces endroits-là. Donc, juste, le petit problème technique, c'est les noms. Écrire Yvan Deslauriers, c'est assez facile pour Yvan Deslauriers, mais des noms dans le Grand Nord, c'était plus compliqué un peu. Mais on rentre toutes les lettres, on rentre les choix de cadeaux, et c'est relié à un Père Noël. De façon tout à fait... aléatoire. Aléatoire, oui, puis non. Le Père Noël, il peut choisir, j'aimerais offrir un cadeau à un garçon, à une fille, de tel âge, à tel âge. Mais tout ça, c'est confidentiel. Le Père Noël ne saura pas qu'il fait un cadeau à Yvan Deslauriers. Il va savoir qu'il fait un cadeau à Yvan, puis il y a un autre code à côté. Puis c'est comme ça qu'on est capable de faire le lien. Alors, ça se passe, ça c'est fini, là, cette période-là, présentement. On est le 6 décembre. Donc, tout ça se passe au mois de novembre. Et on distribue ces lettres-là au Père Noël qui ont 2 semaines pour aller trouver acheter le cadeau. Ou les cadeaux. Et j'ai été aussi, mes premières tâches comme bénévole, j'étais dans le camion qui allait chercher les cadeaux un peu partout à Montréal.
Et là, si vous avez la fantaisie de devenir vraiment un lutin, c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Parce que on va à Montréal, on va à certains endroits bien précis et on arrive dans des salles de réunion par une firme comptable, par exemple. Toutes les personnes de la firme comptable sont des Pères Noël. La salle de réunion est pleine de cadeaux. Wow. Vraiment pleine de cadeaux. On embarque ça dans le camion. On ramène ça au centre pour placer tous les cadeaux. Et l'atelier du Père Noël, là, si tu me permets. l'atelier, oui, qui est présentement dans le coin de... À Sainte-Thérèse. Sainte-Thérèse, oui. Ouais. Il faut se souvenir que c'est un organisme qui travaille 2 mois par année, qui n'a pas de budget spécifique pour louer un endroit. Fait qu'il faut se trouver un endroit qui nous est offert pour pouvoir... Puis assez grand pour pouvoir placer tous ces cadeaux-là. Et la semaine prochaine, autour du 10, 11, 12, là, si vous voulez aller voir la caverne du Père Noël, qu'est-ce que ça a l'air, c'est là qu'il faut y aller. Parce que là, il y a des cadeaux vraiment, vraiment, vraiment partout sur un très, très grand espace. C'est classé pour les endroits où on va distribuer ça. Alors, le petit côté enfant qui a voulu jouer au lutin, il est absolument satisfait à ces moments-là. On va faire une courte pause et on va continuer à parler avec notre collègue Yvan, lutin de Noël et cofondateur d'Opération Père Noël dans un instant. De retour en studio avec notre collègue Yvan Deslauriers, ancien bénévole d'Opération Père Noël, et on a à l'autre bout du fil le cofondateur de cet organisme qui existe depuis 30 ans. Yvan, tu as joué le rôle de Père Noël. Non, de lutin. De lutin, oui, c'est ça. Le Père Noël, c'est l'autre qui parle. Les Pères Noël. En fait, il y a les Pères Noël qui achètent les cadeaux. Oui, c'est ça, oui, exact. Les enfants ont crié à le Père Noël. Oui. Parce qu'on s'entend que les enfants, ils ne doivent pas savoir qu'il y a plusieurs Pères Noël. Hein, non, il ne faut pas dire ça. Non. Je me rappelle très bien quand je me suis rendu compte de ça quand j'étais plus jeune. Mon père m'avait dit, là, maintenant que tu le sais, tu ne dois pas le dire à tes sœurs. Oui, puis une chose que tu ne sais pas, c'est que la Mère Noël, c'est elle qui joue un rôle essentiel dans toute cette organisation-là. Parlez-nous du rôle de Thérèse, Normand. Oui, j'y venais justement. C'est bien, Yvan, que tu le mentionnes. Effectivement, c'est toute une orchestration à coordonner, à gérer que toute cette démarche pour que de la lettre de l'enfant, le processus s'accomplisse, ce que Yvan a très bien décrit d'ailleurs, et que ultimement, le cadeau en question soit rendu là où se trouve l'enfant. Alors, il y a toute une logistique très articulée qui s'est raffinée au fil des 30 ans, effectivement. Et donc, c'est Thérèse qui est notre directrice des opérations au niveau provincial. C'est elle qui coordonne tout ce qui se fait vraiment, ce qu'on appelle les opérations de campagne, à proprement parler. Donc, elle est en lien avec dans certaines régions, on a des coordonnateurs qu'on appelle des coordonnateurs régionaux, justement, qui sont des personnes pivots dans ces régions-là pour aider à coordonner toute la campagne régionale. Et parce qu'il faut dire que les assignations, les pairages d'enfants avec les Pères Noël, on tente de les faire tous en priorité avec des Pères Noël qui se sont inscrits sur notre site web et qui proviennent de cette région-là. Donc, ça, évidemment, ça aide beaucoup au plan logistique, mais il y a des régions où on n'a pas suffisamment de Père Noël. Oui, j'ai entendu ça qu'en Haute-Gaspésie, entre autres, là, il manquait de Père Noël. Exactement, vous suivez bien ça, effectivement. Au début de la campagne, on a été un grand bout de temps, on était inquiet pour la Haute-Gaspésie. Et là, Thérèse travaillait justement à élaborer une logistique là, pour faire en sorte que ces enfants-là aussi reçoivent ce qu'ils doivent recevoir pour Noël. Et finalement, on a fait un appel public là, par les différents médias et il y a beaucoup de gens qui se sont inscrits à ce moment-là et on a pu répondre à toutes les régions. Au moment où on se parle, on répond dans chacune des régions. Et une nouveauté cette année, et c'est une première à Opération Père Noël dans nos 30 ans. Tantôt, Yvan parlait du Grand Nord, alors c'est le Nunavik dont il parle.
Et pour la première fois cette année, on est en mesure de dire, et on est fiers de le dire, qu'on dessert tous les enfants d'une région du Québec. Cette année, il y a plus de 4000 enfants du Nunavik qui ont écrit des lettres au Père Noël et qui vont recevoir leurs cadeaux par la voie des airs. Notre René Rouge, finalement, il s'appelle Air Inuit. Air Inuit, qui nous fait ça gracieusement depuis plus de 10 ans. Wow. Alors ça, c'est une collaboration sans laquelle ce serait tout à fait impossible de penser livrer des cadeaux au Nunavik. Alors, ce qu'on espère faire aussi, en passant, c'est qu'on, dans nos rêves les plus fous, on voudrait pouvoir dire la même chose. On a desservi tous les enfants de chacune des régions du Québec. Alors, on est à 33 000 quelques cents cette année, ce que nous trouvons très impressionnant nous-mêmes, mais on est très loin du compte quand on pense qu'il y a des centaines et des centaines de milliers d'enfants qui vivent dans des conditions très précaires et sous le seuil de la pauvreté. Mais là, c'est ça, vous avez reçu plus de 4000 lettres de plus cette année? Oui, exactement. C'est une grosse augmentation, ça? C'est une grosse augmentation. C'est Thérèse qui gère la croissance d'Opération Père Noël à cet égard-là. C'est elle qui s'efforce de prévoir le nombre de Père Noël qu'on risque d'avoir en réserve et d'ouvrir la possibilité à d'autres organismes de nous rejoindre. Cette année, évidemment, je viens de parler du Nunavik, alors il y a un fort afflux de demandes qui sont venues de là pour qu'on réussisse à rejoindre. C'était vraiment une mission qu'on s'était donnée cette année et on a travaillé à ce projet-là avec la Sûreté du Québec et les forces policières du Nunavik pour justement aider à pénétrer chacune des communautés du Grand Nord et faire en sorte que tous les enfants soient rejoints. Alors, notre prétention et notre souhait le plus cher, c'est d'arriver à faire la même chose dans chacune des régions du Québec. C'est toute une entreprise à faire. D'abord, de dénicher là où ils se terrent, les familles qui... vous savez, il y a beaucoup de familles qui vivent des difficultés, qui ont recours, qui doivent avoir recours aux services publics. Mais il y a beaucoup de familles qui vivent dans des conditions très difficiles, très précaires financièrement, et qui n'ont pas nécessairement recours aux organismes publics. Leurs enfants fonctionnent bien, ils vont bien à l'école, les parents prennent soin de leurs enfants avec les moyens qu'ils ont, mais pour Noël, autant pour le réveillon, pour manger, que pour donner des cadeaux aux enfants, c'est malheureusement pas leur priorité. Et on veut être à côté d'eux, justement, pour pouvoir leur dire occupez-vous pas de ça, tout comme les banques alimentaires font dans la période de Noël, où ils fournissent des paniers de Noël en disant aux parents, mais voilà, votre réveillon, là, inquiétez-vous pas, vous allez être équipés, puis pour quelques semaines aussi après Noël. Alors, on veut pouvoir leur dire la même chose en ce qui concerne les cadeaux des enfants. Puis aux enfants, on veut pouvoir leur dire, vous autres aussi, vous avez le cadeau que vous avez demandé au Père Noël. Bien, c'est ça que je comprends, Normand, là, qui semble s'installer en ce moment, c'est que on était dans la joie, hein? Un cadeau, on est dans la joie, mais là, vous recevez de plus en plus de lettres d'enfants qui demandent des trucs de base, là, des mitaines, des bottes, des manteaux. Tout à fait, vous avez raison. C'est à se déchirer le cœur. Parce que vous puis moi, nos enfants, là, les enfants d'hiver n'ont jamais demandé à Noël des bottes, puis des mitaines, puis des couvertures chaudes ou un pyjama, ou des serviettes sanitaires, ou des produits de beauté. Écoutez, il y a oui, ça va jusque-là, Chantal. On a reçu des demandes, je vous le dis vraiment, à s'arracher les cheveux et à se dire... j'ai frisson, là. Oui. C'est un article autant de base, donc une jeune fille, une adolescente, des protections hygiéniques qui demandent ça au Père Noël. Tout à fait. Tout à fait. Et de la pâte à dents, des shampoings, parce que ma mère, elle achète des shampoings bien cheap qui puent, puis j'aimerais ça avoir un shampoing un peu plus sophistiqué. Puis là, elle nous nomme une marque générique de chez Jean Coutu. Et alors, c'est jamais rien de très exotique, mais ça fait la différence pour ces enfants-là. Alors, vous comprenez que dans ce temps-là, nos Pères Noël disent, ben là, je ne vais pas donner juste ça, franchement. Et là, si c'est un plus jeune enfant, ben ils vont mettre des bébelles, des jouets, quelque chose pour que l'enfant ait quelque chose... Soit dans la joie, quelque chose qui est pas de l'ordre de l'ordinaire quotidien. C'est ça qui est un peu...
Quelque chose qui n'est pas de ouais. l'ordre de besoins essentiels, Ouais. finalement. Et alors, on a beaucoup de ça. Je voudrais aussi vous parler de ce qu'on appelle nos jeunes du PQJ. Alors, PQJ, ça veut dire Programme Qualification des Jeunes. Alors, c'est des jeunes adolescents, des grands adolescents et adolescentes qui vont quitter le réseau, notamment des centres jeunesse, Oui. qui ont passé plusieurs années en centre jeunesse et qui ne peuvent pas retourner dans leur famille parce que la famille n'est pas adéquate, la famille est complètement absente, les liens sont entièrement coupés. Et ces jeunes-là vont s'installer en appartement parce que les services ne seront plus disponibles pour eux compte tenu de leur âge. Oui. Alors, il y a un gros trou, là, on s'entend. Oui. Là, le collectif des ex de la DPJ, entre autres, nous l'a fait valoir dernièrement. Exactement. Et d'ailleurs, cette année, on dessert des enfants de ce collectif-là, des anciens de la DPJ qui ont eu des enfants eux-mêmes et il y en a certains qui sont en situation de besoin encore et on va les desservir. Mais les jeunes, lorsqu'ils quittent pour s'installer en appartement, ils n'ont rien là. Moi, je me rappelle quand je suis parti en appartement, en partant de chez nous, mes parents m'ont donné un paquet d'affaires. J'avais des meubles, j'avais un kit pour m'installer dans mon appartement. Eux, ils n'ont rien, absolument rien. Souvent, c'est un sac vert avec leur point final. Donc, je comprends qu'Opération Père Noël pourrait prendre de l'expansion? Ah, mon Dieu, oui, effectivement. Oui. On demande... Alors, on a un programme qui s'appelle le programme PQJ, justement, à Opération Père Noël, et les intervenants nous soumettent des demandes des jeunes qui s'en vont en appartement et qui font des demandes. Pour ces cas-là, on autorise des budgets beaucoup plus importants parce que, vous savez, on a déjà fourni des mobilités. Normand, je pense qu'on va avoir à se reparler parce qu'il y a de la suite dans tout ça. Il y a beaucoup de besoins, puis on va avoir besoin que cette belle œuvre continue. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. À quel endroit on se renseigne sur votre site Internet? Sur notre site Internet, opérationpernoël.com. Et c'est aussi la place où vous pouvez faire des dons. J'aurais aimé parler des dons pour des besoins de dernière minute. Mais merci beaucoup, Catherine Harel-Bourdon. Chantal, je vous remercie infiniment de la place que vous nous avez fait à votre émission. Les gens à vous appeler et à faire des dons. De relancer, de poursuivre éventuellement si l'occasion s'en présente. Absolument. Merci pour votre beau travail et vraiment, vous passerez le beau bonjour à Thérèse. Et à toute l'équipe d'Opération Père Noël. Toute l'équipe. Et merci, Yvan, ex-lutin, d'avoir été... Grand plaisir. Et Yvan, il y a toujours de la place pour toi à Opération Père Noël. C'est drôle, je l'attendais, celle-là. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Normand. Un immense merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Chantal Doré. En première partie des Héros Anonymes, on parlait des lettres au Père Noël. Et là, ça me faisait réfléchir. Tu sais, on dit lettres, mais ça peut être des courriels et tout ça. Mais des fois, lettres, là, ça veut dire lettres. Ça veut dire lettres comme dans enveloppe avec un timbre et tout. Et notre prochain organisme que l'on reçoit souffre particulièrement en ce moment de la grève des postes. Et déjà, ils font un rôle essentiel pour aider des gens qui souffrent de solitude. Alors, si en plus, on n'a pas les moyens d'aller chercher le financement essentiel pour accomplir notre mission, bien, c'est un double défi. On en parle avec la présidente directrice générale de Les Petits Frères, Catherine Harel-Bourdon. Bonjour, Catherine. Bonjour, Chantal. Moi, je pensais, quand la grève s'est déclenchée, je pensais à vous, les organismes communautaires. Je me disais, c'est pas tout le monde qui est familier avec le don en ligne, j'imagine. Oui, c'est difficile, en fait, pour plusieurs organismes à but non lucratif, puis des fondations aussi, parce qu'il y a de plus en plus beaucoup de fondations qui sont très impliquées. Donc, nous, récemment, on est sortis avec la Fondation de la DPJ, la Fondation de l'alphabétisation, puis la Fondation Marie-Vincent, qui vient en aide aux enfants et adolescents victimes d'abus, parce qu'on est très touchés, surtout à cette période-ci de l'année. Notre campagne annuelle chez les Petits Frères, c'est vraiment entre octobre et décembre que ça se déroule. Puis le mois de novembre, décembre, c'est énormément d'entrées de dons. Pour donner une idée, c'est au-dessus de 460 000 $ de chèques entre la période de novembre jusqu'à début janvier.
En ce moment, on voit vraiment les donateurs, puis les gens qui nous apprécient, on voit quand même une transition avec plus de dons sur Internet. Puis il y a des gens qui nous appellent aussi pour le faire par transfert bancaire. Mm-hmm. Ils peuvent aussi faire des petits dons à chaque mois. Fait que ça nous assure d'avoir une entrée de fonds en continu pour aider les aînés isolés. Le travail qu'on fait depuis 62 ans. Mm. Mais c'est sûr qu'on est inquiet. Ouais. En ce moment, les dons par Internet ne compensent pas la perte des chèques. Puis on espère que les gens ne vont pas nous oublier, puis qu'une fois que la grève va être terminée, qu'ils vont mettre à la poste leur montant. Bien, c'est un peu pour ça, entre autres, de ces circonstances-là qu'on souhaitait vous recevoir, parce que les petits frères ne sont pas des héros anonymes, mais en effet, des fois, avec la surabondance d'organismes qui existent, on peut au grand classique. Oui. Bien, en fait, c'est qu'il y a peu d'organismes qui viennent en aide directement aux aînés. Il y a des centres communautaires pour aînés un peu partout au Québec. Il y a des organismes qui ont de la clientèle aînée à travers leurs activités avec d'autres clientèles de différents âges. Mais chez les petits frères, c'est vraiment l'aide aux aînés isolés de 75 ans et plus. Pourquoi 75 ans? Parce que les études démontrent qu'entre 65 et 74 ans, les gens sont moins... Je ne dis pas qu'ils ne sont pas touchés, hein, mais sont moins touchés par l'isolement puis la solitude. Donc, plus on avance en âge, plus cet isolement et cette solitude-là est présent dans la vie des gens. Et nous, on crée un lien affectif, un sentiment d'appartenance aussi, parce que les petits frères, ça devient pour eux une famille. Et on a 3000 bénévoles dans l'ensemble du Québec. Donc, on est dans 12 secteurs, 12 régions. Et ils viennent en aide, ces bénévoles-là viennent en aide aux aînés, donc créent des liens, vont les rencontrer à la maison ou font des appels téléphoniques. On crée des événements aussi. Donc là, on est dans la période des fêtes. C'est une période très, très importante. Puis c'est une période où les gens sont plus isolés. Oui, puis je disais d'entrée de jeu, des fois, quand on a perdu notre conjoint, notre conjointe, ça doit être particulièrement difficile si c'est quand même assez frais, là, parce qu'on s'ennuie, mais là, il y a tous les souvenirs associés à Noël aussi qui remontent. Alors, j'imagine que l'isolement est encore plus grand. Oui, on a beaucoup de gens qui vivent des deuils de conjoint-conjointe, deuil d'enfants aussi, parce que des fois, les enfants prédécèdent. Les gens vivent plus longtemps, vivent plus vieux, mais des fois, nos enfants nous quittent avant nous pour toutes sortes de causes, maladies, accidents. On s'entend que c'est pas dans l'ordre naturel des choses. Non, c'est pas dans l'ordre des choses. Donc, il y a le deuil, il y a aussi le deuil de toute forme, parce qu'on peut voir nos amis de notre âge. Peut-être que notre réseau n'avait pas vraiment un réseau familial fort, mais on avait un réseau d'amitié. Puis là, les gens décèdent aussi, fait que là, ça devient difficile. Et des fois, il y a des changements aussi de passer de leur logement à une résidence ou de leur logement à un CHSLD, parce qu'on vient en aide aux gens partout où ils sont. Fait qu'ils peuvent être des locataires, des propriétaires, peuvent être en résidence, peuvent être en CHSLD également. Donc, toute cette période-là peut être difficile pour les gens. Et en région, notamment, la perte d'un permis de conduire, ça peut être aussi une époque difficile pour nos aînés, parce qu'ils pouvaient aller aller à des activités, puis là, sans le permis de conduire, ils sont beaucoup plus reclus à la maison. Et est-ce que c'est... Est-ce que c'est surtout des références ou c'est eux-mêmes qui disent je vais les appeler parce que je sens que j'aurais besoin de parler avec quelqu'un? On a comme un 5 à 10 % des gens qui s'auto-réfèrent. Moi, ça me rend toujours quand même assez triste, parce que je me dis... ça prend du courage pour appeler. Fait que je pense que les gens qui se rendent compte qu'ils sont vraiment isolés, qui ont peu de contact dans une semaine avec des personnes proches, c'est ça. Ça prend du courage pour nous appeler. Il y a 42-45 % qui viennent du réseau de santé et services sociaux. Donc, beaucoup de travailleurs sociaux, d'infirmières. Qui voient, par exemple, que ces gens-là ne semblent pas avoir de famille proche ou semblent pas de visite. Et là, ils nous appellent. Ils demandent d'abord à la personne si la personne accepte, mais après, ils nous réfèrent des possibilités avec différents aînés. Et pour les bénévoles, ils se retrouvent à peu près dans quel groupe d'âge?
Bien, en ce moment, on a une moyenne d'âge d'à peu près 54 ans pour les bénévoles, mais ce qui est très encourageant, c'est qu'on a 23 de nos bénévoles qui ont entre 18 et 35 ans. Ah, d'accord. Et c'est un chiffre qui augmente? Oui, c'est nouveau dans les dernières années. Je ne sais pas si avec la COVID, il y a eu une conscientisation. On a beaucoup parlé des jeunes. aînés, en effet, oui. Oui. On ne demande pas l'âge des gens qui nous font des dons, mais certainement que c'est plus âgé. Fait que j'invite les jeunes de 18-35 ans à faire des dons aussi. C'est bien qu'ils nous donnent de leur temps, c'est parfait, puis qu'ils deviennent bénévoles, mais on a besoin aussi de sous pour accomplir la mission parce qu'on a des coordonnateurs qui font le lien entre les bénévoles et les grands... Nous, on les appelle les grands amis, hein, les aînés isolés. Affectueusement, on les appelle nos grandes amies et nos grands amis. Donc, on a des coordonnateurs un peu partout dans les 12 régions qui font le lien. Habituellement, on essaie d'avoir autour de 70 grands amis avec plus que 70 bénévoles, puis un coordonnateur pour gérer, dans le fond, toute cette relation-là avec ces bénévoles-là. Puis, comment ça se passe, le jumelage? C'est au duo de décider s'ils veulent s'en tenir à des appels ou s'ils veulent faire des activités? Comment ça se passe? Bien, il y a à peu près... Il y a des gens qui veulent entrer en... Souvent, la porte d'entrée, c'est de devenir... de devenir un grand ami des petits frères, mais ils ne veulent pas nécessairement, dès le premier coup, avoir un jumelage. Parce que ça peut être inquiétant, un peu un jumelage. Ils ne connaissent pas les personnes, etc. Fait que souvent, la porte d'entrée, c'est via un événement. Donc, ça peut être l'événement des fêtes, ça peut être l'événement autour de Pâques. Il y a plein d'activités aussi qui sont organisées dans les différentes régions. Donc, à ce moment-là, on peut, comme bénévole potentiel, venir vous aider? Oui, on s'inscrit pour devenir bénévole. Puis là, bien évidemment, on fait une vérification des antécédents judiciaires hein, parce qu'on est devant des personnes aînées, donc ils peuvent être vulnérables. Là. Donc, on fait un certain nombre de vérifications. Il y a une petite formation qui est donnée aussi. Ça peut être en présentiel ou en virtuel. Et on regarde aussi comme bénévole la personne, qu'est-ce qu'elle aime, parce que ça peut être du jumelage, mais ça peut être, on a des bénévoles qui sont plus administratifs, donc qui nous aident dans la coordination du bénévolat. Il y en a qui sont plus à l'aise à organiser des événements, à aider pour Noël, Pâques, Saint-Jean-Baptiste, etc. Donc, on a toutes sortes de types de bénévolat. Et donc, ils s'inscrivent souvent via notre site Internet. Et puis, par la suite, on leur envoie un certain nombre de documents à compléter. Puis, le coordonnateur de l'équipe, selon leur code postaux de leur région, va entrer en communication avec eux. On essaie de le faire quand même en proximité parce que les 2/3 deviennent jumelés. Donc, il y a le 2/3 de nos grands amis qui sont jumelés à des bénévoles, environ 65 à 70 % là, par année. Et ça, habituellement, bien, aux 2 semaines, le bénévole va aller voir son grand ami. Et la semaine où il ne va pas le voir, il va lui téléphoner. Puis il y en a qui veulent que ça soit juste téléphonique. Soit à cause de la distance, soit qu'ils ne sont pas à l'aise que quelqu'un vienne à la maison. Fait qu'on respecte aussi la volonté des personnes. Et l'organisme s'appelait avant les Petits Frères des pauvres. Qu'est-ce qui est arrivé un peu dans votre environnement comme changement pour qu'on ait aussi un changement de nom? Bien, en fait, nous, on existe au Québec depuis 62 ans. Au début, c'était juste à Montréal, mais on fait partie d'une fédération internationale. Les Petits Frères des pauvres ont commencé en France en 1946, donc il y a 78 ans. Et par la suite, ça s'est développé dans d'autres pays européens et ensuite en Amérique du Nord. Donc maintenant, en Amérique du Nord, il y a le Québec, il y a le Mexique, puis il y a 5 ou 6 chapitres aux États-Unis. Et donc, le nom initial, c'était Petits Frères des pauvres. Et il y a une dizaine d'années, il y a eu changement pour Petits Frères seulement. En fait, ça peut paraître pour certains péjoratif d'avoir le des pauvres. Et nous, on ne demande pas le statut socio-économique des personnes. Non, parce que c'est l'isolement. On peut être dans une grande maison avec des comptoirs en marbre puis ressentir de l'isolement. Oui, effectivement. Donc, on s'adresse à tout type de personnes aînées isolées. L'enjeu, c'est ça, c'est vraiment d'avoir 75 ans et plus, puis on a certains critères pour valider l'isolement de la personne, mais on ne regarde pas le statut socio-économique. C'est sûr que les gens qui vivent sous le seuil de la pauvreté, avec leurs revenus comme retraités
ou comme aînés, il y en a qui peuvent avoir plus de difficultés et c'est sûr que leur situation de pauvreté va avoir un impact, puis ça amène aussi des fois un plus grand isolement. Mais on a des gens qui ont des sous puis qui sont isolés aussi parce qu'ils n'ont pas de proches avec qui avoir des contacts affectifs. Et on dit petit frère, donc on peut être une petite sœur et être un petit frère. Oui, on peut être une petite sœur. C'est vraiment le terme au départ qui avait été choisi, petit frère. En anglais, on dit little brothers. En Espagne, ils appellent ça amis des aînés. OK. Donc, on a rendu le terme un peu plus en catalan ou en espagnol. Mais je vous dirais que c'est déjà difficile au niveau de l'image de marque. Des fois, on est mélangé avec les grands frères, grandes sœurs qui, eux, s'adressent aux enfants. Mais on est là depuis quand même 62 ans. Fait qu'au niveau de l'image de marque, on essaie quand même que de plus en plus les gens connaissent garder la référence. Oui, garder la référence. En effet, c'est vrai que ça peut être mélangeant, grand sœur, grande frère, petit frère. La moyenne d'âge des grands amis. Oui, la moyenne d'âge, on prend des gens à partir de 75 ans et en ce moment, notre moyenne d'âge est plus autour de 83-84 ans. Semble-t-il que vous avez quelques centenaires aussi? Oui, on avait récemment, on avait une trentaine de centenaires dans nos 2750 aînés accompagnés. Puis en moyenne, ils sont avec nous 4 ans. Il y en a qui sont là depuis 10 ans, 15 ans. Puis il y en a que ça va être juste pendant 1 année ou 2 parce que des fois, ils décèdent. Ou ils déménagent beaucoup plus loin dans un territoire qu'on ne dessert pas ou encore, ils ont, puis ça, c'est une belle chose, c'est qu'ils ont des proches qui vont se remettre à s'occuper d'eux, puis ils vont dire, j'ai plus autant besoin. C'est ce qu'on voudrait à la base. Hein? Oui, c'est ce qu'on voudrait. C'est ce qu'on voudrait. Donc, c'est ça. En moyenne, on est pendant 4 années là, en support avec ces gens-là, mais il y en a que c'est beaucoup plus long, beaucoup moins long. Puis qu'une fois que le jumelage est fait, est-ce qu'on la durée est déjà déterminée et dite aux 2 parties? Non, nous, on est là jusqu'à la fin de leur vie. À moins que la personne... Tu sais, c'est sûr qu'on a quand même... On ne veut pas d'agressivité auprès de nos bénévoles ou, tu sais, s'il y a des situations plus complexes qui surviennent, là, il peut y avoir des éléments, mais on s'assure d'être présent dans la vie de ces personnes-là jusqu'à la fin de leur vie et même au-delà. Quand je dis au-delà, c'est que moi, ça m'a beaucoup émue la première semaine que je suis arrivée. Ça fait 16 mois que je suis chez les petits frères. Puis, en haut de l'escalier, tout près de mon bureau, à notre siège social à Montréal, on avait des urnes, plusieurs urnes. De grands amis? De grands amis qui n'avaient même pas quelqu'un pour s'occuper de leur décès. Donc, il avait fait confiance aux petits frères, puis il avait signé des papiers pour être enterré sur le terrain des petits frères. Wow. Parce qu'on a des terrains dans plusieurs régions, à Montréal, à Laval, à Québec, etc. On a des partenaires qui nous offrent aussi des réductions parce que les frais funéraires, c'est quand même important. Puis le montant que le gouvernement donne lié aux frais, au décès d'une personne, c'est pas suffisant souvent pour les frais que ça implique. Alors, on avait ces urnes-là. Puis récemment, parce qu'il y a eu un conflit de travail au cimetière Côte-des-Neiges, donc malheureusement, ça a fait qu'on a accumulé plusieurs urnes parce que pendant plusieurs mois, on ne pouvait pas faire un événement. Puis au mois de septembre, on a fait un événement à notre cimetière. Puis on avait 12 personnes qu'on a honorées avec leurs bénévoles qui étaient présents. C'était très, très touchant. Puis on a eu des bénévoles qui ont témoigné. Donc effectivement, puis il y a des gens qui sont quand même enterrés par des proches, là. Et à ce moment-là, à chaque année, au mois de novembre, on fait quand même un événement pour tous nos disparus, nos grands amis. Fait que malheureusement, on a comme une attrition naturelle d'à peu près 20 % annuellement parce qu'on a des gens qui décèdent. Est-ce qu'on voit des bénévoles qui décident de continuer avec d'autres grands amis ensuite? C'est notre vœu. C'est notre vœu. Puis d'ailleurs, de plus en plus, on offre de la formation liée au deuil parce que c'est quand même... Le bénévole, il s'attache quand même à son grand ami ou à sa grande amie. Mais oui, souvent, ils vont s'impliquer avec
des fois, ils prennent une pause, puis c'est correct aussi de quelques mois pour vivre leur deuil, etc. Puis après ça, ils se réimpliquent avec un autre grand ami ou une grande amie. Oui. Catherine, si vous voulez, on va faire une courte pause, puis on revient tout de suite après. De retour au Héros Anonyme pour notre dernier bloc, nous sommes avec la présidente directrice générale des Petits Frères, Catherine Harel-Bourdon. Catherine, on parlait de formation, là, que les bénévoles doivent suivre et que malheureusement, il y a des grands amis qui meurent seuls, en fait, qui ont à peu près uniquement les contacts de leurs petits frères. Donc, j'imagine là, que vous êtes dans une réflexion par rapport à tout ça, peut-être l'accompagnement vers la fin de vie. Ouais. De quelle manière les petits frères peuvent ou ne pas s'engager dans ce processus-là? Bien, on a des partenaires dans chaque région parce qu'il y a aussi des organismes à but non lucratif qui se spécialisent dans l'accompagnement de fin de vie. Fait qu'on ne réinvente pas, hein, puis on travaille avec eux. Par contre, des fois, certains grands amis insistent pour qu'il y ait quelqu'un des petits frères qui les accompagne dans ces moments-là. Donc, ce n'est pas tous les bénévoles qui sont aptes à le faire, mais ceux qui ont envie de le faire, mais il faut les aider, il faut leur donner les outils. Donc étant donné cette situation-là, on offre de plus en plus de formations de fin de vie. On a un projet, d'ailleurs, qu'on a déposé pour avoir du financement. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un du gouvernement qui va nous écouter. Mais... On l'espère qu'ils sont à l'écoute ou encore que des gens du public là, qui apprennent à faire des virements en ligne. Oui. Demandez à vos enfants ou de nous appeler. Ou de nous appeler, parce qu'en nous appelant, on peut aussi expliquer comment faire le transfert bancaire. Donc, par exemple, à Sherbrooke, à Trois-Rivières, on a développé ces approches-là avec des partenaires pour la formation sur la fin de vie, parce que parfois, ils n'ont pas de proches. Des fois, c'est l'éloignement aussi, où leurs proches sont âgés aussi. Tu sais, j'ai en tête l'histoire d'une dame dont la sœur voulait venir, mais elle habitait à plusieurs heures de route, puis elle aussi était âgée, fait que c'était pas possible. Fait qu'on a eu un bénévole qui a fait l'accompagnement de fin de vie. Donc, c'est ça. C'est une partie de notre grande mission, mais la mission, c'est vraiment le lien affectif. Puis, il y avait un article, justement, dans les derniers jours, dans le Journal de Montréal, sur un couple d'immigrants brésiliens dans la fin trentaine qui sont engagés depuis 6 ans avec un grand ami qui vont voir, qui est en CHSLD. Au départ, il était dans sa maison, puis malheureusement, il y a eu des enjeux de santé, puis il a dû aller en CHSLD. Mais donc, ils sortent. On veut aussi développer aussi des sorties, oui, par nous, mais des fois des petites sorties aussi plus simples, juste avec les bénévoles. Par exemple, l'été, aller prendre une crème glacée à la crèmerie, ou on n'est pas obligé d'avoir toujours des gros événements de sortie. Ça peut être des plus petites sorties aussi. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les 3000 bénévoles? Qu'est-ce qu'ils en retirent? Ils nous disent que c'est important, la participation sociale des aînés, puis qu'on est dans une société qui ne se rend pas tant compte de l'impact de la solitude, puis du vieillissement de la population. Beaucoup de bénévoles nous en parlent. Deuxièmement, ils nous disent à quel point... Vous savez, vous n'arrêtez pas de nous remercier puis de nous dire bravo, mais moi, j'en retire tellement humainement beaucoup d'aller voir telle ou telle personne, mon grand ami ou ma grande amie, que je fais autant plaisir à cette personne-là que je me fais plaisir à moi, parce que ça vient vraiment me remplir. Tu sais, des fois, on le dit souvent, donner,
c'est aussi important que de recevoir. Puis c'est ça que les bénévoles nous disent. Puis de plus en plus, on a aussi du bénévolat entre proches, donc 2 sœurs qui s'inscrivent ensemble ou encore une famille. On a eu un dilemme cornélien dans les prix nationaux parce qu'il y avait des candidatures qui étaient de groupes. Là-dedans, il y avait des groupes de bénévoles puis des familles. Puis on s'est dit, il faudrait peut-être se scinder en 2 puis avoir un prix pour les familles puis un prix pour les groupes autres. Est-ce que c'est des prix de reconnaissance? Des prix de reconnaissance annuellement qu'on fait à nos bénévoles. Et puis, il y a de plus en plus de parents qui vont avec leurs enfants. Puis l'année passée, ma fille est venue avec moi faire du bénévolat pour les petits frères le 24 décembre à un dîner de Noël. Elle avait 14 ans, puis elle s'est rendue compte qu'il y a des gens qui sont vraiment seuls à Noël parce que des fois, nos enfants, quand ils sont choyés, ils ont un entourage, une famille, des cadeaux, de la nourriture. Non, vous avez raison. J'ai fait des paniers de Noël avec mon fils quand il était adolescent, puis il m'a dit comme à quel point ça l'avait marqué. Ça lui avait fait se rendre compte qu'il est privilégié. Et j'imagine aussi quand on est un petit frère soi-même, c'est veut pas, on voit vers quoi la vieillesse peut aller. Puis j'imagine, est-ce que ça nous amène peut-être à faire certains choix de vie pour se dire, je voudrais comme être plus entourée, je voudrais être plus en forme, préparer sa propre vieillesse? C'est sûr que dans le jumelage, tu sais, c'est pas tous les grands amis qu'on va jumeler avec des familles parce qu'il y en a qui sont plus à l'aise avec la présence d'enfants. Oui. Mais on avait le témoignage d'une dame, je pense que c'était de Lévis, qui était justement en nomination pour un des prix, qui allait, elle a 3 jeunes filles, là, mais je dirais entre 3 puis 8 ans. Puis c'est surtout une de ces jeunes filles qui avait une très grande conscience de l'importance des aînés. J'ai une toute petite fille là, de peut-être 7-8 ans, je trouvais ça magique. Et aussi, on a des personnes immigrantes à Montréal qui sont loin de leur famille d'origine, qui étaient très proches de leurs grands-parents quand ils vivaient dans leur pays et qui veulent recréer un lien dans ce pays d'accueil. J'ai vu des belles histoires aussi parce qu'il y en a qui ne parlent pas parfaitement français, donc là, leurs grands amis leur apprennent des expressions québécoises, pratiquent leur français avec eux. Donc, Ben oui, parce que c'est la notion d'échange aussi que c'est important de faire valoir dans le bénévolat. Qu'est-ce qu'on en retire soi-même? Et j'imagine qu'il doit y avoir aussi des fois des perles de sagesse qu'on entend quand quelqu'un qui a passé à travers toutes ces étapes de vie-là, tu sais, tu peux avoir de la solitude. Ceci dit, tu as des choses à partager de ton expérience de vie. Donc, j'imagine que c'est bidirectionnel. Là, c'est des 2 côtés qu'on s'entraide. Oui, il y a des perles de sagesse. Puis, je pense que ça fait en sorte que les gens voient la vieillesse différemment, indépendamment des générations. Et je vous dis pas que c'est toujours facile d'être bénévole parce que je veux pas que dans mon message, tout soit rose parce qu'il y a des périodes où nos grands amis peuvent aller moins bien, tant au niveau de leur santé physique que de leur santé mentale. Fait que je veux pas faire croire que c'est un long fleuve tranquille, mais je pense que les gens en retirent beaucoup plus de bénéfices côté humain que d'effets négatifs. Et comment, Catherine, les petits frères, quel message vous êtes à préparer un petit peu au niveau de, plus largement au niveau de notre société? Comment se préparer à ce vieillissement de la population? Bon, on le sait, en 2030, je pense que c'est une personne sur 4 qui va être âgée de plus de 65 ans. Comment est-ce qu'on se prépare à tout ça? En tout cas, certainement, on n'est pas assez près au Québec. Ça, c'est clair. J'entendais Luc Maurice, justement, du groupe Maurice, dire la même chose. Et là, je parle individuellement, mais comme société, puis au niveau gouvernemental. À nos infrastructures, nos services. À tous les niveaux. Je sais que notre ministre des Aînés, Sonia Bélanger, travaille fort. Elle a mis en place un plan d'action parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Tant au niveau du transport collectif que des logements. On le sait, hein, il y a vraiment des défis de logement, y compris pour les personnes aînées. Au niveau de leurs revenus, chez les aînés, on en parle beaucoup ces temps-ci, de la question du revenu des aînés, de leur santé. Donc, mais moi, ce que je veux dire, c'est que la participation sociale des aînés, ça a un effet
la prévention qu'on fait par cette participation sociale-là fait en sorte que les gens vont être moins malades par la suite et ça moins utiliser le réseau de la santé, Absolument. les hôpitaux, puis réduire les coûts parce qu'on le sait, là, en ce moment, on a un gros défi au Québec par rapport aux coûts de santé, puis avec le vieillissement de la population, ça ne va pas aller. Vous êtes un organisme de prévention. En conclusion, Catherine, est-ce qu'il y a une fibre sociale comme ça qui vous vient de votre mère, Louise Arel? Bien, c'est sûr que c'est pas étranger dans les valeurs qu'elle m'a transmises ma mère, puis mon père aussi, Michel Bourdon. Oui. Merci beaucoup, Catherine Arel-Bourdon, présidente directrice générale des Petits Frères. Et j'invite les gens à vous appeler et à faire des dons, à soutenir votre œuvre. C'est vraiment essentiel, une œuvre de prévention essentielle. Merci à toute notre équipe, Catherine Bourderon, Mathieu Tessier, Jean-Sébastien Laliberté, Chantal Doré au micro. Et je vous invite à écouter toutes nos autres émissions qu'on retrouve sur canalem.vuesetvoix.com et sur les plateformes de balado-diffusion. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve bientôt.